BFM Business, midi, l'heure H. L'invité. Coup d'envoi ce lundi du Ségur de la santé. 7 semaines de consultation pour refonder le système de soins français. L'ancienne secrétaire générale de la CFDT, Nicole Notat, va piloter la concertation. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a d'ores et déjà annoncé que rien ne serait plus jamais comme avant. Et il a promis de bousculer les corporatismes et les habitudes si nécessaire. Pour en parler avec nous, Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé et président de Unit Life. Bonjour. Bonjour. Un constat, tout d'abord. La France est l'un des pays de l'OCDE où les soignants sont les moins bien payés et pourtant la France est aussi l'un des pays qui consacre le plus d'argent à son système de santé. 11,3% du PIB selon justement les chiffres de l'OCDE. Comment on explique ce décalage ? Alors, si vous voulez, je crois qu'il y a une occasion là qui est unique, historique, exactement comme en 1958, le général de Gaulle avait vu que les gens qui avaient de l'argent allaient dans les cliniques privées et les gens qui n'avaient pas d'argent, ils allaient à l'hospice. Il n'y avait rien à l'hôpital. Donc il a créé une très grande réforme qui s'appelait la réforme Debray, professeur Robert Debray. Et donc il a dit 3 choses. 1, l'accès aux soins et la qualité des soins. Il a monté des CHU. 2, la recherche médicale. Tout professeur doit faire de la recherche. Et 3, tout professeur doit enseigner. Donc ça, c'est une réponse que je vous fais, c'est-à-dire que l'hôpital public a été considéré pendant 50, 60 ans comme un des meilleurs au monde, et c'est pour ça qu'il coûte cher. La question, c'est que maintenant, il n'y a plus de stratégie sur le côté universitaire, il n'y a plus de stratégie sur le côté médical, et les gens sont sous-payés. Ils ne sont même pas respectés d'ailleurs. Donc oui, bien sûr, il faut rémunérer mieux les personnels soignants, médicaux comme paramédicaux, mais il ne faudrait pas que ce soit que ça, car sinon ça sera une occasion manquée. Donc oui à la rémunération, nous sommes au 22e rang des 33 pays de l'OCDE. Une infirmière, ça gagne à peu près 2305 € net mensuels. En fin de carrière. En fin de carrière, et c'est les chiffres de 2016. Et une aide-soignante, c'est 1781 €. Bon, donc je veux dire, oui, bien sûr, il faut augmenter de 10-20%. Mais il ne faut pas faire que ça, vous voyez. Donc il y a des grands sujets. Aujourd'hui, vous avez le scandale au fond. Aujourd'hui, c'est la désertification. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas de médecin généraliste chez eux, en particulier dans la ruralité. Mais là, on parle de la médecine de ville. Voilà. Mais surtout, le problème, c'est que vous avez des bons services et des moins bons services. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas d'évaluation. Et donc, aujourd'hui, il faut évaluer beaucoup mieux les soins. Deuxièmement, vous avez beaucoup de médecins. Moi, je suis professeur de médecine. Pour moi, c'était un grand honneur de rentrer comme au service de cardiologie de Toulouse. Aujourd'hui, les jeunes médecins, beaucoup partent de l'hôpital. Aller au CHU, être professeur à l'hôpital, c'est plus du tout une fin en soi. Ils préfèrent partir en clinique privée. Pourquoi ? Pas pour un problème d'argent, pour un problème d'équipement, pour soigner leurs malades. Et puis enfin, la recherche médicale française est passée de 5e rang mondial à 8e rang mondial. À vous entendre, la réponse n'est pas uniquement dans les salaires. C'est ça. C'est aussi une question d'organisation. En France, 1/3 des dépenses est consacré à l'hôpital. Dans l'Union européenne, la moyenne est à 29%. Donc on dépense un peu plus sur l'hôpital en France. Est-ce que ça veut dire que notre système de soins doit s'appuyer davantage sur la médecine de ville ? Alors, oui, ça c'est c'est quelque chose qu'il faut faire évidemment. Moi, en 2004, quand j'étais ministre de la Santé, j'ai créé le médecin traitant. Je demandais j'espère que vous en avez un. J'en ai un. Voilà, vous n'avez pas l'air d'en avoir besoin, mais je veux dire, tous les Français ont un médecin traitant pour essayer de coordonner le soin. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui arrivent aux urgences hospitalières alors qu'ils n'ont rien à faire aux urgences hospitalières. Une maison médicale suffirait. Donc, vous avez tout à fait raison. Le monde du public et du privé ne doit pas se regarder en chien de faïence, mais au contraire en complémentarité, en coordination. Mais ça, encore, je ne me fais pas trop de soucis. Je pense que on peut y arriver. Là où je suis beaucoup plus ennuyé, c'est sur la centralisation. Le ministre de la Santé, que j'ai été, et donc je ne mets pas du tout la pierre à qui que ce soit, nomme tous les directeurs d'hôpitaux, lui, ministre, et tous les praticiens hospitaliers. Or, prenons l'exemple d'un CHU, comme à Toulouse, comme service de cardiologie dans lequel j'ai travaillé. Qu'est-ce que je vois comme malade arriver ? D'un côté, je vois
un infarctus du myocarde postérieur non compliqué. Celui-là, il arrive à Castres, il arrive à Marmande, il arrive à plein... C'est pas la peine d'être dans un CHU, je veux dire, par là. Donc lui, c'est pas la peine de surdoter l'hôpital pour ça. Et que le conseil d'administration devrait être, comme dans tous les pays du monde, présidé par un président qui, lui, est juridiquement, pénalement responsable. Il doit nommer un directeur hospitalier administratif et un chef médical. Et je crois que les directeurs ont pris trop d'importance dans le système. Il faut aussi que les médecins... Et d'ailleurs, durant le Covid, on a vu que les équipes médicales avaient repris le dessus. La gestion s'est mise au service des soins. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas que les soins soient au service de la gestion. La gestion, c'est ça le corporatisme auquel fait référence Olivier Véran. Il dit qu'il n'hésitera pas à bousculer les corporatismes et les habitudes. Je crois qu'il a raison. Et il y a des corporatismes qui sont rentrés dans l'hôpital public. Nous avions besoin quand même, en effet, de plus, peut-être aussi de meilleure gestion qu'à un moment donné. Les directeurs d'hôpitaux sont des gens qui font un travail remarquable, mais il faut qu'il y ait un couple directeur administratif et, encore une fois, médecin. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'administratifs, tout simplement ? Ah oui. Il y a beaucoup trop de bureaucratie, l'hôpital est suradministré. Par exemple, vous savez, pour un chirurgien, c'est bien pire il a 43 règlements, rien que sur la sécurité, 43 règlements qui font chacun 40 pages. Donc je veux dire, c'est des papiers, énormément d'administration à faire. Il faut donc diminuer le poids de l'administration, diminuer le poids de la bureaucratie, décentraliser, permettre des promotions, des sanctions au plus près des personnes, donc décentraliser. Je vous ai entendu dire qu'il ne faut pas rater ce rendez-vous. Oui. Le gouvernement n'a pas droit à l'erreur, les promesses ont été en tout cas suffisamment claires pour ne pas décevoir. Et un fait suffisamment rare, et j'aimerais le commenter avec vous, mais dans la Ve République, pour être souligné, c'est le mea culpa du président de la République, qui a reconnu que la réforme annoncée il y a 2 ans était une erreur de stratégie. C'est-à-dire que je crois qu'il s'est rendu compte, au fond, que chaque fois qu'on s'occupe de l'hôpital, c'est parce qu'il y a des grèves, que les infirmières et les médecins et les internes sont très populaires, encore plus aujourd'hui avec ce qu'ils ont fait, avec leur abnégation, leur compétence, leur courage a été salué tous les soirs à 8h du soir. Donc on voit bien qu'il y a une gestion à la fois sociale et politique. Mais est-ce qu'il connaissait vraiment le dossier de l'hôpital Emmanuel Macron pour le découvrir comme ça et dire qu'il avait fait une erreur de stratégie ? Non, mais ce que je crois, c'est que les réformes hospitalières, on n'arrête pas d'en faire dans ce pays, mais c'est des réformes hospitalières qui sont uniquement où vous avez les syndicats d'un côté et le gouvernement de l'autre. On parle de salaire, d'accord, on parle de 35 heures, les 35 heures par exemple, on parle des 35 heures, mais les 35 heures au fond, pourquoi ça n'a pas marché les 35 heures ? Parce que vous n'avez aussi embauché personne en face. Donc vous avez 1 million de journées de RTT, les syndicats disent ça, ils disent mais nous on a 1 million de journées de RTT qui n'ont pas été prises, rien qu'en Île-de-France cette année. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il faut sortir, si vous voulez, du côté... C'est pour ça que Nicole Notat est un très bon choix, parce que c'est une grande dame de la négociation, mais j'aimerais aussi qu'on parle beaucoup plus du soin, moi, à l'hôpital, du contrôle du soin, du contrôle aussi de ce qu'est la recherche médicale. À Toulouse, par exemple, nous avons fait un Oncopole, qui est un centre de lutte contre le cancer. C'est le premier centre de recherche clinique aujourd'hui. Clinique, c'est pas de la recherche fondamentale, de la recherche clinique au lit du malade pour trouver les nouveaux médicaments, parce qu'on s'aperçoit aussi, à l'occasion de cette crise du Covid, que nous sommes pas souverains. On dépend des Indiens, des Chinois, pour les principes actifs, pour les médicaments. Donc, je crois que la recherche clinique, la recherche médicale est un élément important. Il ne faut pas non plus éluder ce sujet. Les CHU, c'est ça aussi. Est-ce que vous pensez, après le traumatisme de la crise sanitaire, que la prochaine élection présidentielle se jouera en partie, en tout cas, sur le terrain de la santé ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la santé jouera un rôle très important. Mais la santé, pas uniquement, vous voyez, cette réforme hospitalière. La santé sur le plan général. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de médecine curative individuelle. Vous êtes malade, je suis médecin, je m'occupe de vous, on est deux, rapport de confiance, vous m'avez choisi, rapport de conscience pour moi. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup plus que ça. Il y a une médecine préventive
et communautaire. Comment on fait pour que ce pays puisse être protégé contre un petit virus ou contre, par exemple, le bioterrorisme? Un jour, il y aura un fou furieux qui ira mettre un germe de la variole dans un château d'eau près de Paris. Bon, donc ce jour-là, est-ce qu'on est prêt? On a vu, là, qu'on n'était pas prêt. Et pourtant, on avait fait des rapports en 2004, en 2005, en 2006, on n'était pas prêt. Donc je pense, oui, pour répondre à votre question, je pense que la santé sera doublement au rendez-vous pour l'élection présidentielle. D'abord, on a besoin plus d'un praticien que d'un tacticien. Et deuxièmement, je pense aussi qu'il y aura beaucoup de précarité, malheureusement, avec le chômage qui va arriver en octobre, novembre, décembre. Et les gens précaires sont des gens souvent malades. Nous n'étions pas prêts, hein. Olivier Véran l'a clairement reconnu. Comment est-ce que vous jugez la réponse, la gestion de la crise par le gouvernement ? Être ministre de la Santé aujourd'hui, franchement... vous l'avez été, c'est pour ça que je pose la question. C'est pour ça que je mesure totalement l'extrême difficulté, donc ça ne me permettrait pas de donner un jugement. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que nous, au ministère, quand je dis nous, c'est pas le ministre, c'est nous, Français. La stratégie sanitaire que nous avons prise, sans tests massifs, comme en Allemagne, sans isolement des malades, comme en Allemagne, ou en Singapour, ou à Taïwan, ou en Autriche, eh bien, on paye ça en termes de mortalité. Nous allons avoir 4 fois plus de morts qu'en Allemagne, 5 fois plus qu'en Autriche, 10 fois plus qu'en Islande, parce qu'ils auront eu une décision de tester massivement, d'isoler les cas malades, d'aller chercher les cas contacts, de les re-isoler et, pour Marseille, de les traiter. Alors je vais répondre à votre place, mais les enquêtes d'opinion nous montrent que les Français sont quand même assez durs avec le gouvernement dans la gestion de la crise, à commencer par la question des masques et la façon dont la pénurie a été gérée. Oui, mais c'est ça, c'est que en fait, alors c'est difficile pour moi d'en parler, mais c'était la une du Monde il y a 15 jours. Je sais. Bon, j'ai écrit en 2004 avec j'ai écrit pour le président Chirac comment se préparer à une pandémie virale. À l'époque, c'était la grippe. Bon. Et donc nous avons tout écrit. Si le virus arrive par cette frontière, on la contrôle, éventuellement on la ferme très vite. On va réquisitionner des industries textiles pour faire des masques, on va se mettre en place pour les tests, on va réfléchir au niveau européen pour un vaccin, et rien n'a été fait. Et ça, je peux comprendre que les Français ne comprennent pas que ça n'a pas été fait, ou pire, on leur a même dit que ça servait à rien. Donc je veux dire, ça c'est quelque chose d'évidemment d'extrêmement choquant, où les mêmes personnes, les responsables publics, disent un jour le masque ne sert à rien, et un autre jour, mettez tous le masque dans le métro. Donc voilà, mais je comprends. Bon, mais si vous voulez, moi, mon rôle, c'est vraiment pas là de faire de la politique. C'est vraiment en termes de santé publique. Il faut maintenant profiter de cette période, de ce Ségur, non seulement pour faire la paix sociale à l'hôpital, il faut le faire, mais il faut aussi faire beaucoup plus, que la France redevienne un des pays au monde où la santé, y compris publique, l'épidémiologie, soit la meilleure. L'hydroxychloroquine, on en a évidemment beaucoup parlé, et avec un peu de recul, notamment au vu des résultats des études qui montrent, qui pointent l'absence d'efficacité de ce traitement, on se dit que le gouvernement finalement a eu raison de résister à la pression médiatique et aux propos notamment de Didier Raoult. Et là, c'est très compliqué, parce que là, il faut prendre justement, comme vous dites, beaucoup de recul, parce que l'étude dont vous parlez, par exemple, tous les quarts d'heure, c'était l'hydroxychloroquine ne marche pas. Alors, elle est faite par quelqu'un que je connais, qui est un homme remarquable d'ailleurs, professeur Mera de la Harvard Medical School, où j'ai enseigné pendant un ou 2 ans récemment. En fait, c'est quoi? C'est une étude rétrospective sur 93 000 patients. Donc il y a y compris des malades de Chine en décembre, etc. Les deux groupes ne sont pas tout à fait comparables. Donc la méthodologie est contestable. Oui, mais c'est lui-même le dit. Lui-même dit, pour régler le problème, il faut faire une étude prospective, c'est-à-dire un essai clinique. Mais là, ce qu'il dit aussi, c'est que les malades dont il parle, ce sont des gens qui ont eu l'hydroxychloroquine déjà à l'hôpital et déjà avec des charges virales très élevées. Et donc le professeur Raoult, lui, ne dit pas ça. Il dit qu'il faut donner l'hydroxychloroquine au début. Donc autrement dit, cette étude-là, dont tout le monde dit l'hydroxychloroquine ne marche pas, non, ça on le savait déjà. L'hydroxychloroquine ne marche pas chez les cas ayant du Covid déjà avancé. Par contre, encore faut-il faire un essai clinique. Il faut pas être, il faut être extrêmement, il faut dédramatiser le sujet. Faisons un essai clinique et on verra. En tout cas,
le taux de mortalité des personnes hospitalisées à Marseille et dans les autres régions de la France est complètement différent. C'est 2,5 pour l'Institut hospitalo-universitaire, c'est 17,8% pour la France. Donc pour vous, le débat n'est pas tranché? Non, il n'est pas tranché, absolument. Le second tour des municipales aura lieu le 28 juin prochain. Est-ce que cette décision du gouvernement ne risque pas, selon vous, de renforcer le sentiment dans la population que la crise est passée, au risque de provoquer un relâchement des comportements? Alors, vous avez vu qu'il y a ce qu'on appelle une clause de revoyure, c'est-à-dire que donc, dans 12 ou 13 jours maintenant, le conseil scientifique, de toute façon, c'est pas le conseil scientifique ou pas, peu importe, on va regarder combien il y a de cas nouveaux de Covid par jour. Mais même si le gouvernement annule ou décale les élections à la dernière minute, le message est déjà passé. Oui, on prévoit d'organiser des élections parce qu'il y a un reflux de la pandémie. Est-ce que c'est le bon message à envoyer à la population? En même temps, ce pays ne peut pas être en confinement démocratique. Enfin, je peux comprendre très bien qu'on donne toute la chance, on donne toutes les chances à ce pays de sortir du confinement démocratique. Pourquoi? Parce que le premier tour a eu lieu. Et si vous le faites en septembre, vous devez recommencer aussi le premier tour. Donc, je pense qu'il y avait des arguments. Mais si, c'est très très important, là c'est en termes de santé publique que je parle, si le nombre de cas devait réaugmenter, là évidemment on ne peut pas les faire, ça c'est sûr. Mais si il devait y avoir une augmentation tout à fait significative du nombre de cas. Aujourd'hui nous avons eu 47 clusters. Bon, le système mis en place, avec beaucoup de retard certes, mais enfin il est mis en place. Aujourd'hui il est efficace. Donc voyons, Singapour, attention, deuxième vague. Iran, attention, deuxième vague. À l'inverse, Allemagne, pas de deuxième vague. Autriche, Finlande, alors qu'ils sont déconfinés depuis longtemps, pas de deuxième vague. Donc regardons très précisément, regardez, c'était le 11 mai le déconfinement. 11 plus 15, 26, donc on y est bientôt. Le premier tour des élections, selon vous, c'était une erreur de maintenir l'organisation du premier tour? S'il n'y a pas eu de contamination, ce qui reste encore à démontrer, ça a peut-être retardé la prise de conscience dans la population de la gravité de la situation. En tout cas, moi je ne l'aurais pas fait. Voilà. Ouais. Moi, je vous réponds tout de suite, je ne l'aurais pas fait parce que je pense que, ne serait-ce qu'en raison d'ailleurs de ce qui s'est passé, c'est-à-dire le taux d'abstention. Donc, moins le taux d'abstention est important, mieux c'est. Le gouvernement, dans quelques jours, doit se prononcer sur la date de réouverture des cafés, hôtels et restaurants. Elle pourrait intervenir début juin, on parle du 2 juin. Est-ce que c'est prématuré, selon vous, comme l'ont dit en fin de semaine dernière une 60aine de restaurateurs, dont plusieurs chefs étoilés? Non, ben là aussi, si vous voulez, on se mord la queue dans cette affaire, parce que, au fond, ça dépend de ce qui va se passer dans 10 jours. Est-ce qu'il va y avoir, dans notre pays, une montée du nombre de contaminations par jour ou pas? Si elle n'y est pas, franchement, moi j'ai bien envie quand même d'aller au restaurant. On en a tous envie. Mais voilà. est-ce que non, mais je veux dire, si le virus ne se propage pas plus, si aujourd'hui l'épidémie est en cloche donc et se termine, bon, ça ne veut pas dire que en automne il n'y aurait pas d'ailleurs une deuxième vague. Donc il faut rester extrêmement précautionneux et rigoureux dans l'observance de l'épidémie, mais écoutez, ne soyons pas catastrophistes non plus. Je veux dire, voilà, il faut aussi que ce pays reparte. Ces restaurateurs demandent un droit de retrait. Vous pensez qu'il faut leur accorder si les salariés se sentent en danger? Bien sûr, si quelqu'un, pour des raisons sanitaires, ne sent pas la possibilité de le faire, je comprends très bien. On a beaucoup opposé le sanitaire et l'économique pendant la crise. Est-ce qu'on a été trop prudent au risque parfois de sacrifier certains secteurs économiques? Non, alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Vous avez ceux qui ont décidé de faire des tests généralisés pour tous ceux qui avaient mal à la tête, courbatures, fièvre, etc. Comme en Allemagne, comme en Autriche, comme à Singapour, comme à Taïwan. Il y a même des gens comme en Suède qui n'ont même pas confiné. Donc, ce qui est important, c'est la stratégie sanitaire dans cette affaire. Et donc, il y a même des gens qui n'ont pas confiné ou des gens qui ont confiné de manière très progressive, comme l'Allemagne, qui ne perd que 2,3% du PIB. Et puis, comme nous, on n'a pas fait ça sur le plan sanitaire, il a fallu, et c'est une décision à prendre, et c'était important de le faire. Il fallait confiner pour diminuer la fameuse courbe, mais alors le prix économique sera considérable. Mais c'est parce que la stratégie sanitaire, donc il ne fallait pas, si vous voulez, ce n'est pas la stratégie sanitaire contre la stratégie économique, c'est une stratégie sanitaire réussie,
et vous avez derrière un pays qui repart. Une stratégie sanitaire qui ne marche pas, et vous avez derrière un pays qui a des difficultés pour repartir. Est-ce qu'on abuse trop du principe de précaution en France? Vous avez été aux responsabilités, vous avez dû sentir cette pression. Alors, le risque zéro n'existe pas. Nous, en médecine, on le sait, c'est toujours un rapport bénéfice-risque. À la télévision, c'est souvent blanc ou noir. C'est comme ça. Nous, chez nous, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'on aime mentir, mais c'est parce qu'on sait que la science n'est pas comme ça. Donc on peut se tromper, ça nous arrive de nous tromper. Ce qui est important, en fait, dans notre tête à nous, c'est toujours risque-bénéfice. Bénéfice-risque. Et c'est tout le sujet d'ailleurs de l'hydroxychloroquine et des antiviraux dans cette maladie. Donc voilà, alors le principe de précaution, si vraiment il y a un risque extrêmement minime pour un bénéfice formidable, ce serait idiot de tout arrêter. Est-ce que cette crise n'a pas été quand même douloureuse pour les Français? On pensait avoir l'un des meilleurs systèmes de santé au monde et on s'est rendu compte qu'on avait quand même un certain nombre de fragilités dans le système hospitalier, mais aussi dans la recherche médicale. On voit bien que la recherche sur le vaccin, elle est très américaine maintenant. Et chinoise. On a vu aussi que des géants comme Sanofi pouvaient être marginalisés, et quand on parle de vaccins avec Sanofi, Sanofi nous dit que les doses seront peut-être réservées en priorité aux Américains. Il faut quand même comprendre que c'est surtout dans une chaîne comme la vôtre, vous le savez mieux que moi, l'actionnariat de Sanofi n'est plus, la majorité n'est pas française. Donc il faut quand même le savoir. Non, en réalité, le grand sujet qui est posé, c'est la notion de santé mondiale. Est-ce que la santé mondiale veut dire quelque chose? Autrement dit, est-ce que s'il y a un vaccin demain, moi je suis très choqué. Je suis très choqué, je vais vous le dire. J'ai beaucoup de respect pour Moderna. Vous savez, Moderna, cette société exceptionnelle que qu'un Français a mis en place à Boston. Donc chapeau, c'est formidable, c'est merveilleux, 30 milliards. Bon. Enfin, le fait quand même de dire qu'après 8 ou 9 ou 10, je crois, malades, pas malades, hommes testés en phase 1, c'est-à-dire ce qu'on appelle safety, être sûr que ça ne fait pas de mal, publier eux-mêmes leur observation et augmenter de 30% leur valeur boursière, ça fait quand même très peur. Donc, je veux dire, pareil pour Gilead, qui a fait croire que son remdesivir marchait sur la mortalité, alors que ce n'est pas vrai. Eh bien, il a pris 4 milliards à l'espace d'un jour. Très franchement, moi qui suis médecin de santé publique, je suis un peu choqué. Que l'on vende assez cher le vaccin à des pays riches, oui, mais qui disent aussi immédiatement qu'ils le donnent à prix coûtant pour les pauvres. Parce que, même s'ils ne le font pas pour des raisons éthiques, qu'ils le fassent aussi uniquement pour des raisons égoïstes, parce que ça nous reviendra dessus. Merci beaucoup Philippe Douste-Blazy d'être venu en plateau, ancien ministre de la Santé bien sûr et président de Unit Life. C'est la fin de cette heure H, on se retrouve demain à partir de midi. Très bonne journée.